dans ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHCOM dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, très bien. Première fois ici dans un studio podcast ? Exactement, la première fois que je vais faire ce genre de podcast. Ça va bien se passer, c'est chouette, c'est un échange. Et aujourd'hui, on va discuter du coup de Optimal Computing. Raconte-moi un peu, qu'est-ce que vous faites concrètement chez Optimal Computing ? Chez Optimal Computing, on développe des logiciels et on fait de l'intelligence artificielle. Et donc, on s'occupe principalement de services de digitalisation pour les entreprises, pour les petites PME. Quand on dit digitalisation, vous mettez en place des DM, c'est comme ça qu'on peut le dire ? C'est des systèmes, des programmes pour les entreprises ? Voilà, des programmes, des logiciels. Donc, dans toute entreprise, ils ont déjà une partie de logiciels. Et puis, il y a des parties qui manquent, qui sont encore des processus papier, qui sont encore des tableurs Excel qui sont utilisés pour faire certaines choses. On intervient pour développer des logiciels de façon à faciliter la façon dont les gens vont pouvoir travailler, pour minimiser les erreurs qu'ils peuvent faire sur un fichier Excel, pour minimiser les erreurs qu'ils vont faire dans un formulaire papier, pour simplement partager l'information avec tout le monde sous format digital. Est-ce que c'est principalement pour les ressources humaines ou c'est pour tout type de fonction dans les sociétés ? Non, ça peut être pour tout type de fonction. On a fait des projets, par exemple, pour une société qui monte des équipements pour l'aéronautique, qui doivent respecter des procédures qualité très strictes. On a fait un projet pour une société qui fait des PEB, des audits énergétiques, pour aussi une société qui fabrique des pompes à eau. Donc c'est un peu pour tous les domaines et pour tous les types de sociétés, on va dire les petites et moyennes sociétés. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché par rapport à ce que vous faites ? La digitalisation, on entend quand même ça souvent. De plus en plus d'entreprises n'ont plus le choix en fait que de se digitaliser. Comment vous gérez ça face à la concurrence ? Et surtout, qu'est-ce que vous direz à votre plus grand concurrent ? Il y a plusieurs façons de faire la digitalisation. Il y a d'abord une société qui recherche une solution digitale et elle va trouver un logiciel qui correspond à 95% de ce qu'elle recherche sur le marché, sur une étagère. Elle va le prendre, l'acheter, payer la redevance et voilà, c'est plié. Ça, c'est une première option. Une deuxième option, c'est qu'elle a besoin de quelque chose de spécifique et elle va demander à un développeur ou une équipe de développeurs ou une société de services de développer le logiciel sur mesure. Et nous, on intervient en termes de troisième option, c'est-à-dire qu'on utilise une plateforme qu'on appelle low code. C'est une plateforme qu'on développe et qui nous permet de développer un logiciel 10 fois plus vite que par l'approche traditionnelle de la programmation. C'est en fait la spécialité d'Optimal Computing. Comment ça se passe ? Tout à fait. Le low-code, en fait, c'est quoi ? C'est plutôt que de faire un logiciel sous forme de programme informatique et de dizaines de milliers de lignes de code informatique, on a une plateforme qui nous permet, à l'aide de glisser-déposer, de faire une interface graphique ou de nœuds pour aller chercher des données ou renvoyer des données sur une base de données ou n'importe où dans le cloud ou sur un serveur d'une entreprise, sans programmer, sans avoir besoin d'avoir la connaissance syntaxique d'un langage de programmation. Et donc, ça permet de développer 10 fois plus vite une application. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on peut, en direct avec le client, développer l'interface graphique qu'il a rêvé pour son logiciel. On peut, sous format un peu comme un PowerPoint, on peut faire, mais on fait une vraie interface avec déjà des comportements, des boutons. Et donc, on peut se mettre très vite d'accord avec le client sur la finalité de ce qu'il va voir. Ça diminue très fortement le risque de mauvaise compréhension entre le prestataire de service, c'est-à-dire nous, et notre client. Et une fois que l'interface graphique est réalisée, alors on travaille de notre côté, le travail ne fait entre guillemets que commencer, mais on va aller chercher les données où il faut, organiser les données et afficher les données au bon endroit, au bon moment. Optimal Computing, ça vient d'où ce nom en fait ? Et ça veut dire quoi concrètement ? C'est historique, c'est parce que dans une vie précédente, je faisais de l'optimisation numérique et j'appliquais des techniques d'optimisation dans la conception de turboréacteurs pour l'aéronautique ou de turbos de voitures, enfin des machines tournantes, genre des pompes, des compresseurs ou des turbines. Et pour ça, on utilisait déjà des techniques d'intelligence artificielle qui s'appellent soit des réseaux de neurones, les ancêtres de ce que l'on connaît maintenant, ou des algorithmes génétiques qui sont aussi des techniques de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on n'arrête pas d'en entendre parler.
On ne sait pas faire sans chez Optimal Computing. Vous travaillez tous les jours avec l'intelligence artificielle. Tout à fait. On travaille à 2 niveaux. On l'utilise dans notre travail pour programmer parce que ça donne une assistance à la programmation. Ça peut donner une assistance pour rédiger un projet, un résumé ou tout autre document. Et puis, on l'utilise aussi pour nos clients. C'est-à-dire que dans notre plateforme low-code, chaque fois qu'on a dû faire une fonctionnalité d'intelligence artificielle pour un client, on est venu l'intégrer dans notre plateforme de façon à ce que ce soit très rapidement redéployable pour un autre client. Parlez-moi un petit peu de l'histoire de cette entreprise. Elle existe depuis combien de temps? Vous êtes combien à travailler chez Optimal Computing? Comment ça se passe au day-to-day chez vous? L'entreprise, je l'ai créée en 2008, d'abord tout seul, en tant que consultant. Puis il y a eu un premier engagement en 2011, si je me souviens bien. Et puis on a grandi un petit peu, mais c'est surtout en 2020 qu'on a attaqué cette idée de développer une plateforme low-code. Parce qu'à ce moment-là, on faisait beaucoup de développement spécifique pour des entreprises, mais encore sous le format de la programmation, ce qui entraînait des projets qui étaient assez coûteux, qui demandaient assez bien de délai. Et à un moment, je me suis dit, on ne peut plus continuer tout le temps comme ça. Il faut trouver autre chose à offrir aux sociétés. Et donc, du coup, l'idée de ces plateformes low-code qui commençaient à émerger est apparue et on s'est lancé là-dedans. On est une petite structure. Tous les matins, pratiquement, on a des réunions, soit à 2, à 3 ou tout le groupe ensemble pour définir un peu. Moi, j'aime bien voir ce que tout le monde va faire de la journée. Je ne programme plus tellement. Je garde un œil sur le code et j'essaye de diriger la chose, mais j'aime bien cette approche agile et de voir que tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, certaines choses ont avancé, on peut fermer des portes, etc. Quelles sont les valeurs de l'entreprise aujourd'hui? On est une petite structure. Il y a 5 employés pour le moment. Ils sont tous en dessous de 35 ans. J'ai même engagé plusieurs personnes qui viennent juste de sortir de l'université, qui ont un bachelier ou un master ou même un doctorat. C'est motivant, ils apportent aussi de nouvelles idées. C'est quelque chose que j'aime bien parce qu'il faut au début les encadrer, les entourer, leur montrer un petit peu ce que j'ai comme expérience et puis travailler ensemble pour que chacun apporte sa brique à l'édifice pour arriver à faire la plateforme que l'on souhaite et rendre le service aux clients qu'on souhaite rendre. C'est ça qui est hyper intéressant dans les entreprises, c'est toutes ces générations qui travaillent ensemble. On le ressent fortement. C'est chouette, quoi. Vous laissez vraiment la place aux jeunes. Oui, tout à fait. Oui. C'est important pour vous, du coup, d'engager des jeunes, de les coacher, de les seconder et de leur montrer votre manière de faire, mais qu'eux aussi vous montrent comment ils font et ça vient vraiment en complémentarité. Voilà, tout à fait, oui. La digitalisation, on l'a compris, il y a beaucoup de concurrence, elle peut se développer sous différents aspects. Mais on parlait justement de jeunes, des jeunes qui veulent se lancer après leurs études, qui veulent peut-être développer des plateformes comme la vôtre. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes? Quels conseils vous leur donneriez? Les conseils que je leur donnerais, c'est d'avoir un rêve et une passion de quelque chose, d'un service ou d'un produit qu'ils souhaiteraient développer. Ça, c'est une chose. Il ne faut pas compter ses heures, donc il ne faut pas s'arrêter à ces 38 heures. Il faut être capable de travailler 60 heures ou tout ça pour vraiment poursuivre ses rêves et les atteindre. Et puis la troisième option, c'est peut-être de se faire entourer, encadrer par des gens peut-être d'expérience et par un certain nombre de services qui existent en région wallonne ou en région bruxelloise, des pôles de compétitivité, d'autres associations qui existent et qui permettent de s'intégrer à un écosystème d'entreprises. Vous avez fait appel à PHcom récemment, donc là on va parler un petit peu plus de la casquette commerciale dans votre entreprise. Comment ça se passe actuellement? Comment vous fonctionnez depuis des années, depuis 2008? Comment ça se passe avant d'appeler un partenaire externe? On va dire que c'est moi qui fais un petit peu le travail de recherche de nouveaux clients, de prospects et de choses comme ça, sur base de gens avec qui j'ai travaillé dans le passé, sur base d'organismes dans lesquels je suis ou la société est inscrite, comme par exemple on est membre de l'Infopôle en région wallonne, du pôle Mécatech, de Agoria. On établit des liens avec d'autres sociétés et parfois ça débouche sur un prospect possible, un contact possible, un projet possible, quoi. Mais du coup, voilà, moi, c'est pas mon métier non plus. Je suis plus passionné par la programmation et le développement d'un service pour un client. Et je suis sans doute moins fait pour ça que de faire la partie commerciale ou la partie démarchage. D'où l'idée de contacter une société comme PHcom qu'on m'a recommandée. En fait, je la connaissais pas. C'est par recommandation que je suis arrivé chez eux. Parce que eux, voilà, on est au début du projet, mais je sens directement que eux, ils ont l'expertise, ils savent exactement comment s'y prendre. J'en attends pas mal de choses parce que du coup, je vais apprendre des choses, c'est comment ils font, comment moi je devrais faire. La deuxième chose, c'est des contacts et j'espère que ça débouchera sur des nouveaux clients et des nouveaux projets. Qu'est-ce que tu as déjà essayé au niveau commercial? Est-ce qu'il y a des échecs ou des succès que tu pourrais partager avec nous? En fait, c'est toujours un défi parce qu'en général, quand on rencontre une nouvelle société, même si elle a un besoin et elle est intéressée par ce que l'on fournit, en fait, en général, le processus de décision de commencer quelque chose, ça prend toujours 6 mois, voire 1 an, voire 1 an et demi. J'ai des clients, parfois, entre le premier contact et le projet, il se déroule 2 ans. Simplement parce qu'il faut qu'on tombe au bon moment, au bon endroit,
que le besoin soit vraiment criant chez le client pour qu'il investisse. Voilà, donc il faut être très patient. C'est la caractéristique, c'est qu'il faut être très patient et voilà. On ne décide pas du jour au lendemain qu'on a besoin de X nouveaux clients dans 3 mois. Ça ne marchera pas dans le logiciel. Ça marche pas dans le logiciel comme ça, quoi. C'est vraiment une tâche à long terme, une relation à long terme qu'il faut nouer. Et la confiance, parce qu'en général, il faut que le client ait confiance en nous parce que ce n'est pas des budgets de 1 000 ou 2 000 ou 3 000 euros. Il peut se dire, si ça ne va pas, tant pis, voilà, j'ai perdu 3 000 euros. Ici, on parle quand même de budget un peu plus conséquent. Avant de convaincre une société de lâcher un budget, il faut avoir confiance, donc il faut avoir des références. Il faut montrer qu'on a déjà fait quelque chose de similaire ou qu'on a quelque chose de similaire qui va pouvoir servir de base à un nouveau projet. Qu'est-ce qui te rendra réellement satisfait de collaborer avec nous? Est-ce qu'il y a une attente vraiment particulière? Oui, certes, d'avoir plus de clients, d'élargir le nombre de prospects, de potentiels clients. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec nous? Comme je disais, il y a déjà d'apprendre pas mal de choses. Effectivement, d'avoir de nouveaux clients. Et puis après, pourquoi pas, si ça se passe bien, on repartira peut-être dans une seconde mission pour en avoir d'autres après. Mais voilà, mais on va d'abord faire la première, on verra bien sur quoi ça va déboucher, quoi. Il y a d'abord une phase test et Voilà. puis après, vous verrez comment ça se passe avec les équipes et s'il y a des résultats qui sont fournis. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais déjà dire quelque chose par rapport à cette première semaine? Tu as déjà eu des retours? Comment ça se passe actuellement, le début de la mission? La réunion de la semaine passée, c'était pour m'expliquer en fait un petit peu comment ça allait se passer, sur base de quels outils on allait pouvoir échanger, les données qu'il y avait chez PHCom auxquelles j'avais accès pour aider à sélectionner des contacts à avoir, à essayer de définir ensemble les cibles en termes de taille de société, en termes de type de société, en termes de personnes dans les sociétés à contacter. C'est à ça que ça a servi la réunion de la semaine passée. Et donc la semaine qui vient, en fait, on va rentrer plus dans le concret, de voir comment les premiers contacts vont être réalisés, sur quelle société, etc., quoi. Je sais que c'est le début de la mission et qu'on doit encore tous apprendre à se connaître. Toi, PHCom, tes équipes, etc. Mais si tu devais définir PHCom en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Impliqué, je dirais compréhensible. On voit qu'ils essayent vraiment de comprendre notre business et notre demande. Compréhensible, empathique, organisé. Très organisé, on voit qu'il y a un processus ou une structure rodée derrière pour faire ce genre de projet. Merci beaucoup Stéphane pour cet entretien. En tout cas, je te souhaite tout le meilleur pour la suite et on croise les doigts qu'avec PHCom tout se passe super bien, mais je n'en doute pas. Merci beaucoup, merci à vous. Merci Stéphane.